Bonjour à tous, bienvenue au troisième rendez-vous d'histoire de Québec. Je m'appelle Dave Noël, je suis ici pour animer une table ronde sur les 50 ans de la crise d'octobre, donc un demi-siècle après l'enlèvement du diplomate britannique Richard Cross et du ministre québécois Pierre Laporte par le Front de libération du Québec. Donc la crise d'octobre, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi les mesures de guerre, l'intervention de l'armée canadienne, l'arrestation de 400 citoyens québécois sans mandat et aussi la mort d'un homme, Pierre Laporte. Donc, aujourd'hui, pour en discuter, j'ai quatre invités. D'abord, Robert Comeau, qui est historien, professeur à la retraite à l'UQAM et aussi membre de la cellule Vigée à l'époque de la crise d'octobre, qui est une des trois cellules impliquées dans les événements et qui, ce printemps, a publié son récit, ses souvenirs de cette époque-là, qui s'appelle Mon Octobre 70 à VLB Édition. Nous avons également Bernard Dagenet, qui est professeur au département d'information et de communication de l'Université Laval, qui est un spécialiste de la question, qui a abordé le sujet dans plusieurs ouvrages et dont l'un d'entre eux, La crise d'octobre 70 au Québec, sera réédité cet automne aux presses de l'Université Laval en format poche. Nous avons également Louis Hamelin, qui est donc romancier, qui, il y a 10 ans maintenant déjà, a publié le roman La constellation du lynx, qui qui traite de la crise d'octobre, mais sous l'angle de la fiction, et qui a aussi publié, on peut dire qu'il y a pratiquement un supplément qui s'appelle Fabrication, qui est un essai-fiction qui traite de la mémoire d'octobre jusqu'à nos jours, qui a été réédité chez Boréal cette année. Et enfin, Martine Tremblay, historienne, et ancienne chef de cabinet de René Lévesque, qui a écrit plusieurs ouvrages marquants, dont Derrière les portes closes, chez Québec-Amérique, dans lesquels elle raconte les dessous du gouvernement Lévesque, comment fonctionnait la machine à l'époque. Donc, pour commencer, j'aurais aimé peut-être de façon plus légère vous demander qu'est-ce que vous faisiez exactement en octobre 70, comment vous avez vécu les événements, où en étiez-vous dans votre vie et je pense qu'on peut commencer par Robert, qui évidemment, en quelques mots, peut résumer rapidement qu'est-ce qu'il faisait en octobre 70, juste pour planter un peu le décor. Alors, j'étais prof à l'Université du Québec, au département d'histoire. J'ai été libéré pour finir de préparer mon mémoire de maîtrise que je devais faire. Donc, j'étais libéré de cours et j'avais 25 ans. Je commençais, c'était la deuxième année à l'Université du Québec. Et j'avais commencé à rencontrer des gens du FLQ l'année précédente, en 69. Et avant ça, j'étais au Collège Sainte-Marie. Et c'est au Collège Sainte-Marie que j'ai rencontré des membres du FLQ que j'ai retrouvés 2 années plus tard. Alors, j'avais donc 25 ans à l'époque. Peut-être M. Dagenet, si vous pouvez... En octobre 70, j'étais à Paris depuis 2 ans. Et je travaillais là-bas, mais j'avais décidé de faire mon doctorat avec Edgar Morin. Et je vais suggérer comme sujet de thèse le rôle des médias dans la société. Il m'a répondu, ça ne m'intéresse pas. J'étais déçu parce que j'avais vraiment envie de faire ça. Et Edgar Morin venait d'écrire un livre sur la crise. Il avait fait un numéro spécial de la revue Communication sur la crise. Et cette semaine-là, la crise, le FLQ enlève Cross. Alors, je cours chez lui, je lui dis, écoutez, je vais faire ma thèse d'octobre sur la crise d'octobre. Il venait, mais dis ça, ça me plaît. Et comme j'étais à Paris, j'ai pris l'avion et je suis venu passer 3 semaines au Québec. Pendant le début de la crise, j'ai fait des entrevues, j'ai ramassé des coupures de presse. En somme, je suis allé me chercher du matériel de base. Je suis revenu à Paris et 10 ans après, j'ai sorti ma thèse. Parce que comme je travaillais en même temps, alors donc, je me suis baigné dans la crise longtemps après, parce que j'écris plusieurs choses, et je suis encore en train d'écrire des choses sur la crise d'octobre. C'est une occasion sans fin de réfléchir sur la nature humaine et sa bêtise. Madame Tremblay. Alors moi, en octobre 1970, j'étais étudiante à l'Université Laval dans la dernière année de mon premier cycle, de mes études de premier cycle en histoire. Et donc, j'ai vécu la crise d'octobre sur le campus de l'Université Laval, alors qu'on a cessé les cours, enfin, dans tout ce qui s'appelait les sciences humaines et sociales. On avait arrêté les cours et donc, on a fait des sit-ins à l'université à ce moment-là. J'étais aussi
militante pour le Parti québécois dans un comté pour le Parti québécois. Et j'ai vécu la crise d'octobre. Enfin, j'ai vécu un peu la paranoïa qui s'est installée. Je reviendrai un peu plus loin là, à ce moment-là dans les rangs du Parti québécois. Et c'était à peu près exactement 1 an avant que je sois engagée comme permanente au Parti québécois. Ça s'est arrivé à l'automne 1971. Monsieur Hamelin? Moi, j'avais 11 ans. Je vivais en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Et j'ai vécu ça à distance en lisant Le Devoir, entre autres, parce qu'on ce journal qu'on recevait par la poste avec 1 ou 2 jours de retard. Et je me souviens, un de mes souvenirs les plus vifs, c'est le dimanche 18 octobre, quand mon père a ouvert la radio dans la cuisine et il y avait une musique funèbre qui jouait et il a tout de suite compris. Il a dit, ils ont retrouvé la porte. Et après ça, j'ai suivi l'enquête du coroner par le journal, toujours. Et c'était un peu pour moi une initiation à la politique et à l'histoire du Québec. D'accord. Pour ce qui est pour commencer la discussion, on pourrait peut-être aborder justement le manifeste d'octobre, qui était l'une des conditions posées par les ravisseurs de Cross. Il y avait notamment la libération des prisonniers politiques, donc d'anciens felkistes qui avaient été arrêtés lors des vagues précédentes. Il y avait évidemment le sauve-conduit vers Cuba ou à l'Algérie en échange de l'otage. Et il y avait aussi donc la diffusion du manifeste d'octobre qui a été lu à la radio et à la télévision. Dans ce manifeste-là, le FLQ se présente en disant « Nous ne sommes pas les Robins des Bois des temps modernes ». Donc, c'est un discours qui est très prolétarien, si on veut reprendre les mots de l'époque. J'aimerais d'abord savoir, peut-être monsieur Dagenet pour commencer, est-ce que ce n'était pas un peu emprunté comme discours par rapport au Québec de l'époque et aussi, est-ce que le manifeste pourrait être publié dans les manuels d'histoire de nos jours, considérant les propos qui sont tenus, puis la portée que ça pourrait avoir? Le manifeste d'octobre avait été donné dans les médias pendant l'été lors de la tentative d'enlèvement du consulat américain Burgess. Donc, on connaissait le texte du manifeste avant qu'il soit lu. Le manifeste a eu un élément choc, c'est que si tout le monde, d'abord au tout début de la crise, donc la première semaine, les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Alors donc, ce que j'ai ramassé après, c'est que ça embêtait le gouvernement, mais pas plus. D'ailleurs, Bourassa était parti aux États-Unis alors que l'enlèvement avait été fait. Et donc, le manifeste a été une espèce je dirais, de pied de nez à un gouvernement qui à l'époque, agaçait les gens, d'autant plus que c'était après les élections d'avril 70. Et donc, c'était une espèce de défoulement collectif auquel le manifeste a donné. Et bien sûr, il y a toute une école de pensée qui était tout à fait contre ce discours, puis une autre école de pensée qui était contre les gestes du FLQ. Mais il y avait à cette époque-là quand même un certain attrait pour la FLQ. Louis Portugais a fait le film qui s'appelle Jeunesse année zéro en 1964. Et donc, ça a dû tourner en 1963. Et dans ce film-là, il a interrogé tous les jeunes, il a interrogé un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas de travail et qui devaient pouvoir voter à 18 ans à l'élection suivante. Et donc, c'était des jeunes qui étaient vraiment entre 18 et 21 ans. Et dans ce film-là, quand on demandait aux gens quel était leur état d'âme, ils disaient « on en a marre des politiciens, on en a marre de tout, puis par chance qu'elle fait le cul là ». Et ça revient 2-3 fois dans ce film-là qui avait été tourné avant les événements d'octobre, mais qui avait déjà eu des attentats. Ce qui veut dire que le manifeste a eu une résonance positive chez certaines personnes et il y a eu une résonance très négative chez d'autres et il y a eu une cristallisation des positions à partir des valeurs de base avec lesquelles on regardait ou on entendait le manifeste. Puis, est-ce qu'il devrait être publié? Est-ce qu'il devrait être
comment dire, repris dans les manuels scolaires ou... Le livre de Pierre Vallière, Les Nègres blancs en Amérique, qui est un livre formidable sur l'histoire du Québec. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a le livre de Marcel Rioux, c'était l'État du Québec. Le poème Speak White a été utilisé dans les écoles, il a été lu beaucoup et ça n'a choqué personne. Et je pense que le manifeste traduisait un état d'âme chez un certain nombre de certaines parties de la population, et d'autant plus que quand le manifeste a été lu, il n'y avait pas encore l'onde de choc que les mesures de guerre allaient apporter. Donc, il y avait un côté sympathique à voir ces gens se moquer de l'administration avec beaucoup de diffusion. Donc, moi, je ne serais pas contre qu'il soit diffusé dans les manuels scolaires. Ça traduisait une façon de penser des jeunes. Monsieur Hamelin, oui? Écoutez, je ne sais pas si M. Dagenet sera d'accord avec moi, mais dans le fond, le terrorisme, c'est un peu une stratégie de communication. C'est-à-dire qu'on pose des actes violents pour attirer l'attention. L'attention médiatique est centrale dans le terrorisme et on veut passer un message, on veut communiquer finalement. Et dans le réseau Rose Lanctot, qui est passé aux actes à l'automne 1970, il y en avait là-dedans qui étaient plus portés vers la communication, comme les Lanctot, Cossette Trudel, par exemple. Le manifeste du FLQ, c'est un document extraordinaire, je trouve. Il est écrit en joual. C'est tout nouveau, le joual, à l'époque. Hein? Michel Tremblay, ça fait seulement 2 ans que Michel Tremblay écrit son théâtre en joual. Et donc, je le vois presque comme un document littéraire, finalement. C'est presque de la littérature, le manifeste, avec tous les exemples très concrets qui donnent de l'exploitation des prolétaires canadiens-français, tout ça. Et donc, le grand succès du FLQ pendant la crise d'octobre, c'est évidemment la diffusion publique du manifeste, de ce fameux manifeste. Et ça, c'est le sommet qu'ils ont atteint après dans l'opinion publique, parce que je pense qu'il y a eu, de ce que j'en ai lu, il y avait quand même beaucoup d'approbation dans la population par rapport au contenu du manifeste. Et ça, c'est très évident dans la presse de l'époque. Et après ça, bon, quelques jours plus tard, il y a mort d'homme et là, c'est le revirement total. C'est là que les gens il va y avoir une sorte de réaction, de révulsion finalement. Les gens vont rejeter complètement et le FLQ et son message. Mais c'est un document extraordinaire, je trouve. Monsieur Comeau? Et qui a sa place, oui, dans l'histoire, dans les manuels d'histoire du Québec, sûrement. Je trouve que la diffusion du manifeste, c'était déjà une victoire pour le FLQ parce que c'était un des objectifs qui était demandé en plus de la libération des 23 prisonniers. Parce que essentiellement, là, toute cette opération-là, c'était de faire sortir les types qui étaient en prison pour des actions antérieures là, dans le cadre du FLQ, des autres réseaux du FLQ. Alors, la diffusion a eu lieu parce que ça a été d'abord diffusé à CKAC par Louis Fournier, qui était là comme journaliste. Et une fois que ça a été diffusé à CKAC, ben, je pense qu'il n'avait plus le choix de le faire à Radio-Canada. Donc ça, c'était une première victoire. Et concernant les appuis, moi, j'ai été frappé à l'époque que les curés de la Gaspésie avaient donné leur appui au niveau du constat, en disant c'est juste au niveau du constat, tout en condamnant, bien sûr, la violence, les moyens violents. Mais ils disaient que le tableau, en d'autres mots, était assez précis, assez juste. Il y avait une certaine forme d'approbation chez beaucoup de militants du Parti québécois qui étaient très déçus de l'élection du 20 avril. Au fond, cette action-là s'inscrit dans la déception et un peu la rage suite à l'élection du 20 avril, où, avec 26 % des voix, il y avait seulement 6 ou 7 élus. Alors, ça prenait beaucoup plus de votes, compte tenu de la carte électorale, ça prenait beaucoup plus de votes pour faire élire un candidat dans les villes du Parti québécois que dans les campagnes. Donc, il y a eu une réforme de la carte électorale assez tôt. Donc, il y avait une espèce d'indignation, une certaine révolte aussi devant tous les moyens pour empêcher le Parti québécois de se faire élire. Donc, il y avait, d'un côté, il y avait beaucoup de gens du Parti québécois qui étaient choqués de l'élection. Puis en même temps, il y avait une dimension prolétarienne, si on peut dire, anticapitaliste, anti-impérialiste. Et ça avait commencé déjà
déjà au RIN, moi j'étais au RIN en 67 quand on a donné une orientation avec Mme Ferretti et un certain nombre de membres du RIN. Une orientation, c'était l'indépendance pour les travailleurs. Il ne faut pas oublier ça. Alors, il y avait donc aussi le FRAP à Montréal, le Front d'action politique des salariés de Montréal, avec des comités d'action politique qui commençaient déjà depuis 1966, depuis la défaite des libéraux. Il y avait toutes sortes, il y avait un mouvement social, il y avait donc un mouvement important. Et moi, où j'étais, au Cap-Saint-Jacques, au comité d'action politique de Saint-Jacques, dans le centre-ville, il y avait donc aussi le début d'une analyse du capitalisme, comment combattre le capitalisme. Et il y avait toute l'influence aussi du contexte international dont on va sans doute parler tantôt. Donc, l'aspect prolétarien, il est comme mitigé. C'est clair qu'on dénonce toutes les formes d'exploitation, mais on n'a pas encore le discours là, de petit. On ne sait pas à ce moment-là qu'on parle du PQ petit bourgeois. Ça va venir beaucoup plus tard. À ce moment-là, c'était plus une indignation devant toutes les formes d'exploitation. La Brinks, puis on va voir le mouvement gréviste aussi. Il y a beaucoup de grèves à ce moment-là. Il y a tout un contexte social de revendication important. Madame Tremblay. Voilà. Le grand succès du FLQ pendant la crise d'octobre, c'est la lecture de ce manifeste-là dans les médias, d'autant qu'on est au début de la crise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a seulement l'otage britannique là, qui est retenu là, par la cellule. Et donc, comme le dit M. Comeau, c'est effectivement le simple fait que les médias diffusent le communiqué, c'est une grande victoire. Et on a pu croire à ce moment-là que le gouvernement était prêt à négocier sérieusement avec le FLQ, et notamment pour la libération des prisonniers politiques, ce qui entraînait, ipso facto, je dirais, la résolution là, de ce conflit-là. C'est sûr que le contenu, si on compare, par exemple, à ce moment-là, c'est vrai aussi que le FLQ surfait, si je puis dire, sur la frustration créée par le résultat de l'élection d'avril 1970, où on l'a vu avec le 23% des députés. Donc, le PQ devenait le deuxième parti à l'Assemblée nationale, mais le quatrième en représentation parlementaire, ce qui fait que le système, et René Lévesque l'a dénoncé de façon très, très marquée après les élections. Il a exprimé une colère réelle à l'endroit du système, de ce système qui bloquait, dans le fond, une représentation équitable de la volonté des citoyens. Et il s'est trouvé justement à faire partie de ce courant de frustration, de grande colère contre les résultats. Mais en même temps, ce qu'il avait bien dit, c'est que l'élection de 1970, c'était un espoir d'arriver à changer les choses en profondeur sans passer par une action violente comme celle du FLQ, parce qu'il avait déjà réagi de façon très négative à l'endroit des violents, tout en comprenant les motivations. Alors, je dirais que ce qui est marquant dans cette affaire du manifeste, c'est que le manifeste, il a permis à des gens comme René Lévesque de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire tout en dénonçant la violence comme mode d'action politique, de comprendre que des gens aient envie peut-être pas de tout faire sauter, mais de vraiment changer radicalement ce fameux système. Et moi, je dirais qu'en ce sens-là, le FLQ a connu son apogée à ce moment-là, au moment de cette lecture du manifeste. Même si après, bon, René Lévesque n'a pas, sur le contenu, évidemment, parlé des soi-disant objectifs du manifeste, donc il ne l'a pas pris au sérieux plus qu'il faut tout le contenu du manifeste, mais on peut dire que le manifeste c'était très habile parce que c'est allé chercher effectivement la sympathie de beaucoup de monde, y compris de membres du PQ.
Puis sur le plan de l'histoire, le manifeste a été lu en 2009 à l'événement du Moulin à Parole. Il y avait eu une controverse par rapport à ça. Il a été lu 2 fois. La troisième fois, ça a été annulé. Donc, mais sur le plan de l'histoire, vous, comme historienne, est-ce que vous avez un avis? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des termes aussi qui ont assez vieilli, des propos qu'on pourrait dire homophobes, évidemment, par rapport à certains personnages de l'époque. Est-ce que c'est un texte qui a bien vieilli, qui devrait être reproduit ou seulement évoqué vaguement? Ben, moi, je pense qu'on peut le reproduire, mais en expliquant, en donnant en fournissant des éléments de contexte qui permettent de comprendre. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de le replacer dans le contexte de l'époque. C'est comme Speak White. Speak White, c'est un magnifique texte, mais il faut aussi le replacer dans le contexte dans lequel il a été écrit, parce que la société québécoise a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, on a eu 2 référendums sur l'indépendance, donc on n'est plus du tout là-dedans. Mais c'est vrai que moi, je pense que ces textes-là méritent d'être lus, mais encore une fois, avec beaucoup d'explications sur le contexte. Ouais. Puis en parlant du contexte, je vous relance. Comment expliquer la faible performance du Parti québécois en 70? On parle de 23 % des voix. D'ailleurs, Robert Bourassa remporte cette élection-là avec 45 % et en 73 a 102 députés sur 110. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un décalage entre une minorité très active qui a marqué l'histoire et une majorité silencieuse qui reportait au pouvoir les libéraux de Robert Bourassa? Bien, il faut dire qu'en 1970, 70-73 sont 2 élections quand même différentes. 1970, il y a 4 partis politiques qui présentent des candidats au moment de cette élection. Il y a l'Union nationale qui est en déclin, mais qui a encore des comtés. Et donc, il y a le Parti libéral, l'Union nationale, le Crédit social et le Parti québécois. Moi, je pense que finalement, le score obtenu par le Parti québécois en 1970 était tout à fait respectable. C'était la première élection, un parti fondé en 1968. Et donc, il n'y avait pas d'argent. Il faut le dire que c'est une campagne qui a été faite avec très peu de moyens. Alors, moi, je crois que le 23 % de voix était quelque chose de remarquable à l'époque, ce qui était incroyablement frustrant, comme je l'ai dit précédemment. C'est d'abord parce que le mode de scrutin a fait en sorte à ce moment-là qu'il n'y ait que 7 députés pour 23 % du vote, ce qui fait que le parti s'est retrouvé 4e à l'Assemblée nationale en importance, alors qu'il était, dans le fond, en termes de suffrage, le 2e parti. 73, c'est autre chose. L'élection de 73, c'est-à-dire qu'encore une fois, le système électoral a joué, mais l'effondrement, si on peut dire, de l'Union nationale à ce moment-là a reporté toutes les voix sur le Parti québécois. Et le Parti québécois, en 1973, faisait encore peur. Parce que d'abord, le Parti québécois, pendant la campagne de 1973, disait qu'on accéderait à l'indépendance après l'élection du Parti québécois. Il faut se souvenir que la stratégie du référendum est arrivée après. Et donc, en 1973, c'est ce qui explique que le vote a augmenté quand même d'une manière importante, jusqu'à 30 %, mais ce n'était pas suffisant dans un système où il n'y avait plus que 2 partis en lice, véritablement. Ce n'était pas suffisant pour aller chercher plus de députés. Mais c'est une défaite qui était presque une victoire, en ce sens que le gouvernement était tellement fort après que l'opposition s'est trouvée dans la rue, dans les médias, ailleurs, et ça a amené 76. Et donc, il y avait quand même un essor du Parti québécois. De 68 à 76, le Parti québécois n'a pas cessé de progresser. Et donc, les événements d'octobre sont arrivés au milieu de ça. Peut-être qu'on parlera plus loin là, de la fameuse question, est-ce que ça a freiné ou est-ce que ça a accéléré? Pour l'instant, je ne suis pas là, mais c'est un fait que de 68 à 76, le Parti québécois n'a pas cessé de progresser dans l'opinion publique. Oui, M. Comeau, oui. Je voudrais juste ajouter qu'à l'époque, un élément important, c'est le préjugé favorable aux travailleurs. Au Parti québécois, c'était une dimension importante, l'appui du mouvement syndical et le fait que le parti se disait avoir un préjugé favorable, alors que l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand était complètement discréditée sur la question de la langue. La question linguistique était très, très importante là-dessus, puis l'Union nationale s'est discréditée totalement.
Et le préjugé favorable faisait en sorte qu'on ne savait pas trop où s'en allait le Parti québécois. On ne le connaissait pas encore, mais on savait qu'il y avait un préjugé favorable pour les travailleurs. Alors moi, je pense qu'au début, il y avait un plus large consensus parce que ça allait tous dans la même direction. Je ne sais pas si je me fais comprendre, là, mais oui. C'était une dimension importante au début, ce préjugé favorable aux travailleurs et l'appui du mouvement syndical, si bien qu'au moment des événements d'octobre, René Lévesque a été très habile d'aller chercher les chefs syndicaux pour faire un appel, pour demander qu'on négocie. Et la force du mouvement syndical, on voit comment ça avait de l'importance dans le contexte de l'époque. D'ailleurs, avant d'aborder ce point-là, on peut peut-être revenir à la crise en elle-même. Donc, à votre rôle, M. Comeau, il y a certaines personnes qui disent que vous avez un peu, je ne dirais pas surévalué, mais l'importance du rôle de la cellule Vigée dans la crise d'octobre. Donc, vous avez une couverture de la GRC assez serrée à cette époque-là par rapport à vos actions. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous avez peut-être surévalué votre rôle et aussi si vous avez un sentiment de culpabilité peut-être par rapport au dénouement de la crise donc, qui se termine par la mort du ministre Pierre Laporte. Ah, il y a beaucoup de questions. Là. Moi, je n'ai jamais dit que la cellule UG était la plus importante, les deux cellules importantes. Et le moment le plus important, je pense, c'est lorsque a été enlevé Pierre Laporte. Ça a donné l'impression que le FLQ était très organisé, puisque très rapidement, il agissait. Et là, on a dit, c'est donc plus sérieux, un deuxième enlèvement rapidement. Dès qu'on a su qu'il n'y aurait pas de négociation, il y a eu tout de suite un autre enlèvement. Ça, je pense que c'est au moment où les gens croyaient à la force du FLQ. Là. C'est peut-être le summum, c'est à ce moment-là. Bon, la cellule Vigée, dans le livre que j'ai fait, j'en parle parce que c'est là où c'est ce que je connais, mais les cellules importantes, évidemment, c'est la cellule Libération et la cellule Chénier. Et puis les leaders à l'époque, bien sûr, c'est Paul Rose, c'est Jacques Langto pour la cellule Libération. Alors, je n'ai jamais prétendu jouer un rôle important. Moi, au fond, j'étais un peu comme la plume ou comment dire ça, le messager, au fond, parce que c'est du monde que je connaissais. Puis quand ils ont été assez mal pris, ils sont venus me voir et ils ont dit, bon, peux-tu faire un communiqué là-dessus? Peux-tu dire ça? Alors, au fond, je n'ai pas voulu du tout lancer l'idée que la cellule Vigée est centrale. Par contre, c'était le chaînon le plus faible par rapport aux forces policières parce que c'est par cette cellule-là, au début, que Carole Deveau, l'indicatrice de police, va essayer d'entrer plus largement dans le FLQ. Alors, ça, je pense que c'est ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, pour la mort de Laporte, tout ça, ça se passe beaucoup plus tard. Peut-être qu'on pourrait revenir tantôt. Mm-hmm. D'accord. Monsieur Hamelin, donc, dans votre roman « La constellation du Lynx », vous avez repris la crise d'octobre en changeant les noms, par exemple, Langto devient Lancelot, Paul Rose devient Lafleur, et vous êtes Samuel Nilo, le romancier, en bonne partie pour l'essentiel. Je me demandais pourquoi vous n'aviez pas écrit un essai, parce que vous avez quand même fouillé la question pendant plusieurs années. Vous avez écrit aussi des articles par rapport à ça, les deux pieds dans le réel, si on veut. Et pourquoi avoir procédé par la fiction pour raconter ce moment-là de notre histoire? Bien, la principale raison, je pense, c'est parce que mon intérêt d'abord pour cette histoire-là, je dirais qu'il était romanesque, c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que c'était une histoire extraordinaire et le fait qu'il y avait encore des aspects qui n'étaient pas tout à fait éclaircis encore, exemple la mort de l'otage, Pierre Laporte, c'était pour moi une sorte de ferment romanesque. C'était une chose qui... donc, étant un romancier, j'ai abordé cette histoire-là en romancier au départ. Mais après le coup, j'ai eu le goût d'y revenir. C'est pour ça que j'ai écrit l'essai Fabrication, un essai sur l'histoire et la fiction, parce que il se trouve que toute la structure, disons, la base historique du roman est le fruit d'une recherche quand même très sérieuse et pour moi, je ne me suis pas permis d'inventer au niveau des événements historiques connus, exemple les deux enlèvements, tout ça. Mais je me suis lancé dans le jeu romanesque, oui, parce que
pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que je savais qu'il y avait des gens encore vivants. Exemple, Jacques Lanctot, que je croisais dans les salons du livre, des fois, et Francis Simard, que j'ai déjà rencontré, qu'on avait des amis communs, que j'ai déjà rencontrés à quelques reprises. Il y avait des gens vivants que, évidemment, n'avaient pas, à mon avis, tout raconté sur cette histoire-là, mais ça m'aurait mis dans une drôle de position parce qu'on m'a demandé pourquoi ne pas avoir gardé les noms des protagonistes réels. Ben, ça m'aurait mis quand même dans une drôle de position parce que moi, j'ai déjà expliqué ailleurs, et je sais que ça ne fait pas l'unanimité chez les historiens comme Robert Comeau, par exemple, j'ai déjà prétendu ailleurs que dans cette histoire-là, je me suis servi de l'imagination du romancier pour arriver à la vérité, pour arriver à une version de l'histoire plus proche de ce qu'on en connaît encore jusqu'à maintenant. Alors, pour toute cette raison-là, j'ai laissé jouer, disons, les règles du roman, donc le changement des noms. Robert Comeau parlait de l'enlèvement de Pierre Laporte comme d'un moment fort de la crise. Effectivement, c'est un des moments les plus forts et c'est là, en fait, que la crise d'octobre devient une crise nationale parce que jusqu'au moment où c'était encore un diplomate, même pas un ambassadeur, un attaché commercial plutôt obscur qui avait été enlevé. Je pense que dans les 5 premières journées, on n'était pas encore dans une crise vraiment d'envergure nationale, mais ce qui dramatise toute cette histoire-là, c'est l'enlèvement de Pierre Laporte. Or, il se trouve que et c'est un des points que j'ai défendu depuis que j'ai commencé à faire des recherches sur cette histoire-là. Il se trouve que l'enlèvement de Pierre Laporte, c'est une tragique improvisation, en fait. C'est un acte précipité, mal préparé. Et la crise d'octobre, ça commence en juin 1970, au moment où une première cellule du réseau est démantelée à Prévost, dans un chalet à Prévost, où le frère de Jacques Lanctot est arrêté et Claude Morancy, qui est un ami des frères Rose et de Francis Simard. Et à ce moment-là, on va aussi faire une première descente sur la fameuse ferme de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, en Estrie, que Paul Rose voulait transformer en prison du peuple. C'est là qu'on devait, à l'origine, garder les otages parce qu'on pensait déjà à des enlèvements politiques à l'été 1970. Cette ferme-là étant brûlée, et les 3 membres de la cellule Chénier de retour des États-Unis et placés devant le fait accompli d'un autre enlèvement vont vouloir passer aux actes, mais d'une façon plutôt improvisée, à mon avis, et ils vont commettre une imprudence quand même fondamentale, c'est de séquestrer cet homme politique dans une maison qui, pour tout ce qu'on en sait, était connue des policiers déjà, le repère était connu. Les felkistes eux-mêmes semblent en avoir été convaincus à l'été 1970. C'est pour ça que la bande à Lanctot s'est séparée des autres et a choisi d'autres lieux à Montréal pour séquestrer l'anglais. Les Rose et Simard, finalement, en revenant des États-Unis, ils vont envoyer, selon la version qu'on connaît, ils vont envoyer Francis Simard en reconnaissance. Il arrive dans les champs, il ne voit pas d'auto de police dans la rue. Alors, il en conclut, d'après Louis Fournier et d'après le commissaire Duchesne, il en conclut que la maison n'est pas surveillée et hop, on s'en va là et on planifie l'enlèvement du numéro 2 du gouvernement du Québec. Alors, c'est tragiquement improvisé avec les conséquences dramatiques qu'on a vues ensuite. Oui, monsieur Dagenet? C'est simplement pour prendre au bon le fait de jouer avec l'histoire. Il faut dire qu'il y a des romans assez fantastiques. Moi, je pense à Philippe Kerr, qui a fait des romans policiers et dans lesquels on apprend des choses qui nous étaient tout à fait inconnues. Je pense par exemple ce qui s'est passé en Argentine pendant la dernière guerre. C'est affreux, mais c'est un romancier qui l'a fait découvrir et c'est ça qui est intéressant. Je pourrais aller un peu plus loin. Tout livre d'histoire, c'est un roman c'est la reconstitution d'une réalité à partir d'un certain nombre de faits. Et souvent, l'histoire que l'on croyait bonne, 10 ans, 100 ans après, on se rend compte qu'il y a de nouveaux faits qui permettent une reconstruction de l'histoire. Moi, j'aime bien
le mariage roman-histoire, puisque finalement, l'histoire, c'est un roman de la vie. Et vous, M. Comeau, vous êtes un personnage du roman, si on veut. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Dans le roman, en fait. Moi, je fais une différence entre le roman et puis fabrication. Pour le roman, je trouve que c'est un excellent roman qui a été reconnu, qui est apprécié, parce que vous êtes un excellent romancier. Et je dois dire que j'aime lire vos textes, même dans Le Devoir, quand vous parlez des ouvrages américains et tout ça. C'est un très bon roman. Mais pour moi, l'écriture romanesque, ce n'est pas l'écriture de l'histoire. Et quand on s'est rencontrés, Louis Hamelin, rapidement, là, à un moment donné, ben, c'est ça que je voulais lui dire. Ce n'était pas une attaque personnelle, c'était que pour moi, écrire un roman intéressant, c'est une chose, et vous avez réussi à le faire, mais quand on fait de l'histoire, on doit viser la vérité. On tendre vers la vérité. Et pour ça, ça suppose qu'on s'appuie sur des faits avérés et non pas sur la fiction. Et dans l'ouvrage Fabrication, c'est ça qui m'a vraiment choqué, c'est qu'on laisse entendre que le récit actuel, le récit du rapport de la commission Keb, le récit de Louis Fournier, enfin les récits, ça c'est de la fiction, selon Louis Hamelin. Et pour lui, la façon de réagir pour trouver la vérité, c'est par la fiction. Donc, par une autre fiction, on pense rejoindre un peu la vérité. Moi, je pense que l'écriture romanesque, ce n'est pas du tout l'écriture de l'histoire. Et je pense que M. Hamelin a utilisé, au fond, son appartenance au monde de la création littéraire comme une porte ouverte pour justement échapper à la rigueur méthodologique. Moi, dans Fabrication, je l'ai lu plusieurs fois, il y a des affirmations qui sont complètement fausses. Là, je ne veux pas revenir là-dessus, mais un point, je n'ai jamais parlé à Gilles Masse. J'ai jamais... il y aurait plein d'affirmations et c'est une somme de petites affirmations comme ça et qu'on en vient à un moment donné à... Il y a tellement de choses inexpliquées, parce que c'est des faits inexpliqués, mais il n'y a pas de preuves. Juste un exemple, Louis nous dit que la maison à côté du lieu où était détenue la porte, les policiers étaient là, cachés et tout ça. Quand Jean-François Nadeau m'a demandé d'aller te rencontrer, Louis, pour avoir des preuves, tout ça, j'attendais des preuves, mais c'est des hypothèses, c'est des brillantes hypothèses, mais il n'y a rien d'avéré. Je cherchais, moi aussi, j'aimerais bien avoir des preuves que toute la crise d'octobre est un coup monté de la police, mais je regrette, là, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu le prouver. La commission Keb n'a pas pu le prouver. Moi, j'aimerais ça, avoir la preuve que des dizaines et des dizaines d'indicateurs de police. Bon, j'en connais 2 jusqu'à maintenant et c'est prouvé. Là, ceux-là, je les connais. Il y en a certainement d'autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'infiltration de la police, mais l'idée du complot, du grand complot, que tout a été pensé, je sais qu'il y a des différences entre ce que dit Ferron, ce que dit Vallière et ce que vous dites dans Fabrication, mais il reste que c'est l'idée d'un grand complot. Et ce que j'aime pas dans cette idée-là, c'est comme si les Felkis avaient aucune indépendance, aucune volonté d'action, de revendication. Il n'y avait pas de révolte, c'est pas possible au Québec. Et souvent, quand je parlais avec des péquistes sympathiques, ils me disaient « ça se peut pas que les Québécois se révoltent. Voyons donc, ils ont été manipulés, c'est sûr. On peut pas, un Québécois ne fait pas des actions comme ça, c'est impossible au Québec. C'est parce qu'il a été manipulé. » Alors, l'idée que les Felkis sont des pures marionnettes, ça, je ne suis pas capable d'accepter ça parce que je sais qu'au départ, l'idée ne vient pas de la GRC. L'idée de s'en prendre à tel ministre ou à tel autre, ce n'est pas des idées qui viennent d'indicateurs ou du gouvernement fédéral. Le gros coup monté, j'y crois pas. Et là-dessus, je suis plus près de l'interprétation que donne Louis Fournier, que Louis ridiculise totalement dans son livre Fabrication. Ça, c'est choquant. Oui, je pense qu'on peut peut-être répondre à M. Alors, j'ai lancé le débat. Là. Oui, vous avez lancé beaucoup de choses, beaucoup de lignes. Bon, écoutez, moi, je trouve que ce n'est pas un bon argument de dire que parce que, d'abord, je n'ai jamais prétendu que les Felkistes étaient des totales marionnettes du pouvoir, mais ce n'est pas un bon argument de dire que c'est des mobilisateurs de prétendre qu'ils étaient surveillés quand même de plus près par la police que ce qu'ils ont cru à l'époque. Le FLQ,
les différentes vagues du FLQ étaient dans le collimateur de non seulement de la GRC, mais des services de renseignement militaire. Et ensuite, il y a les 2 autres corps de policiers actifs au Québec qui étaient réunis dans l'escouade antiterroriste. C'est même qui, 4 mois avant la crise d'octobre, vont démanteler la ferme de Paul Rose et tout ça. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai prétendu, moi, je m'appuie aussi sur des documents, mais le genre de documents que les historiens officiels ne semblent pas avoir considéré. Exemple, les témoignages des voisins sur cette rue Armstrong, ce que les voisins ont raconté aux premiers policiers qu'ils ont interrogés et aux petits journalistes. Moi, je me suis intéressé à des journaux comme le Journal de Montréal et le Montréal Matin parce que même si, comme l'a prétendu Louis Fournier, ces journaux-là écrivaient parfois des choses fausses par pur sensationnalisme, je pense qu'il y a certains témoignages qui méritaient d'être considérés. Alors, quand les voisins de la rue Armstrong racontent qu'il y avait des gens aussi bizarres que d'autres felkistes dans la maison voisine, mais ils sont partis 1 mois avant la mort de Pierre Laporte. 1 mois, c'est exactement le moment où les Rose et Simard partent aux États-Unis. Alors, quand eux ont quitté la maison de la rue Armstrong, par hasard, les voisins seraient partis en même temps. Fait que je relevais des coïncidences comme ça. Coïncidence troublante quand même. D'autres voisins ont raconté que le soir de la découverte du corps de Pierre Laporte, près de l'aéroport de Saint-Hubert, quand les felkistes quittent finalement le fameux bungalow, le 5630 de la rue Armstrong, il y a des gens avec une remorque qui sont venus prendre du matériel, déménager du matériel dans la maison voisine toujours. Encore une fois, quelle drôle de coïncidence. Alors, moi, je ne m'appuie pas sur les mêmes documents historiques que vous, Robert Comeau, mais quand votre histoire, elle a des prétentions scientifiques, vous parlez de faits avérés, mais quand vous vous appuyez essentiellement sur le témoignage de Francis Simard, par exemple, parce que autour de la mort de Laporte, c'est à peu près le seul témoignage, étant donné que Jacques Rose n'a jamais parlé, c'est à peu près le seul témoignage qu'on a, c'est Francis Simard. Mais Francis Simard, c'est un témoignage, c'est le témoignage d'un seul homme qui a été arrangé 12 ans plus tard. Alors, est-ce que ça, c'est beaucoup plus objectif comme vérité scientifique, entre guillemets, de se fier sur le témoignage de Francis Simard? Moi, je me fie sur ce que des voisins ont dit, j'ai des sources quand même, et l'idée de preuve, bon, c'est sûr que dans le cas de cette histoire de la maison voisine, on ne sait toujours pas qui étaient les occupants de la maison voisine. Francis Simard a raconté que pendant, et d'ailleurs c'est un épisode célèbre de son livre et du film de Pierre Falardeau, pendant la semaine où il garde un otage à cet endroit, il y a une descente de police dans la maison voisine, collée, la maison était collée. De l'autre côté, il n'y a pas de maison, alors ça ne peut être que cette maison-là. Mais les policiers, moi ça m'a surpris, les policiers, quand ils ont découvert la maison le 19 octobre, ils n'ont jamais parlé de ça. Il n'y a personne qui a dit hey, on était passé à peu près à 15 pieds de Pierre Laporte quand on a fait une... Il y a juste Francis Simard qui a parlé de cette fameuse descente. Il en a parlé dans son livre et il en a parlé au commissaire Duchesne. Alors, moi, la question, moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien les mystères. Là, je suis quand même un romancier dans l'âme. Mais la question demeure, toutes ces années plus tard, c'était qui les occupants? Francis Simard a parlé de jeunes gens avec des cheveux longs et donc la police aurait pensé que c'était des felkistes à cause de ça. C'était qui les occupants de la maison voisine? Moi, mon enquête sur le terrain, si je peux dire, ne m'a pas mené jusque-là. Mais je me pose encore la question. Alors, mais oui, par rapport à une histoire qui repose plus sur des faits et des documents, je suis parfois plus dans l'interprétation. Je l'avoue. Toute la question pour moi, c'est de savoir, c'est de décider, est-ce qu'on croit qu'il y a une histoire secrète? Les agents secrets, les choses comme ça, qui a tué Mario Bachand à Paris. Est-ce qu'il y a une histoire secrète? Moi, je pense que s'il y en a une, et je pense qu'il y en a une, elle ne se retrouve pas toujours dans des documents bien identifiables et vérifiables. Exemple, les policiers de la GRC et de la SQ aussi ont reconnu, quelques années plus tard, qu'ils avaient procédé à des écoutes électroniques parfois illégales.
Moi, je pense qu'une écoute électronique illégale, ça ne se retrouve pas dans un rapport de police qu'un agent va rédiger le soir au bureau puis qu'il va remettre à son chef. D'après moi, il y a des opérations de police qui ne laissent pas de traces écrites. Et je sais que les historiens patentés se fient beaucoup, ont besoin d'archives écrites. Alors, je pense qu'il y a peut-être une partie de l'histoire, je vais finir avec ça, il y a peut-être une partie de l'histoire qui échappe aux historiens parce qu'elle échappe à l'écrit, elle échappe aux documents écrits. Et en terminant, moi non plus, j'ai jamais cru au grand complot de Pierre Vallière qui pensait qu'il y avait eu un commando de la GRC ou de l'armée canadienne. J'ai jamais cru au grand complot de Jacques Ferron. Peut-être que Jacques Ferron avait raison quand il disait que le Québec était une sorte de terrain d'expérimentation de la lutte anti-répression par les Américains avec le fameux projet Révolte. On ne le sait pas, on peut pas prouver ces choses-là. C'est pour ça que moi, j'ai préféré m'intéresser à Larry Armstrong, parce que là, je me disais, il y a peut-être des éléments qu'on peut vérifier à travers les sources, les journaux, les choses comme ça. Mais j'ai jamais cru au grand complot. Moi, je dis que Pierre Laporte, il est mort par une sorte d'accident tragique pendant la fameuse tentative d'évasion où ses ravisseurs, je dis la même chose que le commissaire Duchesne là-dessus. Ce que je prétends par contre, c'est que ces gens-là étaient déjà au moment des faits surveillés par la police. Et oui, parce que depuis 2 ans, Paul Rose, au cours des 2 années précédentes, Paul Rose est passé en cours 17 fois pour des trucs comme manifestation illégale. Depuis la fameuse saga de la maison du pêcheur, Paul Rose était déjà dans la mire. Moi, j'ai parlé à un agent de la GRC qui était allé, comme jeune homme déguisé en jeune bohème, était allé se promener à la maison du pêcheur à l'été 69 pour faire du renseignement, évidemment. Ces gens-là étaient déjà, la cellule Chénier était déjà dans la mire de la police. C'est impossible qu'il n'ait pas été que leur repère n'ait pas été déjà repéré par la police à l'automne 70. Encore là, des voisins ont dit aux journalistes que il y avait des fois une douzaine de jeunes gens qui se retrouvaient là. C'était pas si discret. Ouais. Je sais qu'après coup, ils ont beaucoup parlé de leurs mesures de sécurité quand ils allaient à cet endroit-là, mais de ce que j'en ai compris, c'était pas si discret que ça. D'ailleurs, Madame Tremblay, je pense que vous voulez réagir peut-être à la relation de la fiction et de l'histoire dans ce cas-là. C'est parce que je considère, moi, que de toute façon, c'est tout cet épisode de la crise d'octobre comporte suffisamment de tragique pour que ça continue à se prêter à des dramatisations qui vont peut-être faire appel à la fiction. Moi, j'ai rien contre ça. Ce qui est fondamental pour moi, c'est que pendant la crise d'octobre, il y a des choses, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu du côté du FLQ, sans leur enlever la responsabilité, parce que moi, je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là non plus. Il ne faut pas leur enlever la responsabilité et faire apparaître comme des marionnettes. Mais il y a eu beaucoup d'improvisation. Alors, d'un côté de l'improvisation, beaucoup d'amateurisme du côté des services d'ordre, de la GRC, des services de police et de sécurité, on le sait, qui n'étaient pas si préparés que ça. C'est sûr que le FLQ existait depuis 1963, mais je ne pense pas que, rendu là, ils aient, au départ, en tout cas au début, manifesté autre chose que beaucoup d'amateurisme. Puis, il n'y avait pas nécessairement de coordination entre tous ces services-là. Vous avez en même temps à Québec un gouvernement qui paraît faible, en tout cas un premier ministre qui ne paraît pas du tout en contrôle de la situation à ce moment-là. Il vient d'arriver, il est tout jeune, manque d'expérience, il est bouleversé par le rap de son ministre. Et puis vous avez à Ottawa un gouvernement qui, lui, apparaît très fort, en pleine possession, qui veut paraître en plein contrôle de la situation et qui est déterminé à tout faire, non seulement pour faire disparaître le FLQ, mais pour éliminer toute menace indépendantiste. Alors, ces 4 éléments-là, je pense, qui sont fondés historiquement, à partir de ça, c'est sûr qu'on peut raconter beaucoup de choses, mais il va toujours rester beaucoup de zones d'ombre autour de la mort de Pierre Laporte, autour des filatures effectuées par la GRC, puis qui finissaient en queue de poisson, où les gens semblaient perdre des éléments ou enfin, des outils d'enquête qu'ils semblaient avoir.
moi, après avoir lu quand même pas mal de choses là-dessus, je pense que c'est difficile de tirer des conclusions précises sur chacun des épisodes de la crise. Mais ce qui va rester clairement, puis ce qui est important, je pense, sur le plan historique de retenir, c'est les 4 éléments, ce sont les 4 éléments dont je viens de parler. L'écart qui sépare les 2 gouvernements d'Ottawa et Québec à ce moment-là, la GRC et les services de police. Il y a le service de police de la Ville de Montréal là-dedans, il y a la Sûreté du Québec, il y a Jean Drapeau qui tire les ficelles pour essayer de bénéficier au maximum. Il va réussir d'ailleurs pour sa campagne électorale. Et donc, il y a des éléments importants. Alors, à l'intérieur de ça, toutes les étapes qui ont mené finalement à la mort de Laporte, qui a marqué à toute fin pratique la fin de la crise au sens où on l'entendait. C'est certain qu'après, il y a eu toute cette saga là, de la filature de la maison là, où était détenu l'attaché commercial britannique, mais on sent déjà là, qu'il y avait une baisse de tension considérable. Alors, c'est certain que à chaque fois que quelqu'un veut reconstituer, veut dramatiser un événement comme ça, fait appel à la fiction. Jusqu'où, bon, ça comporte un risque, évidemment, ça comporte le risque d'oublier certaines choses ou peut-être de déformer légèrement, mais moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Il y aura certainement d'autres dramatisations de cette période-là parce que tout le monde, tous ceux qui l'ont vécu, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation à ce moment-là, ont retenu de ça quelque chose d'incroyablement intense et tragique. Et ça, je pense que ça va rester. Monsieur Dagenet, je crois que vous vouliez parler. D'ailleurs, c'est ça, dans vos écrits, vous parlez souvent d'accidents malheureux pour évoquer les morts provoquées par le FLQ. Il y a Laporte, mais il y a aussi les bombes à partir entre 63 et 70. Est-ce que ce n'est pas justement, comme on disait tout à l'heure, une façon de déresponsabiliser le Front de libération du Québec en disant les Québécois seraient incapables de ces actes-là? Ce n'est pas ma position. Ce que je voulais dire d'emblée, c'est qu'on a beaucoup parlé du fait policier. La crise d'octobre, c'est aussi un fait social et politique. Et dans le social et le politique, il y a le jeu de la violence. Et il faut penser que la crise d'octobre aussi, ça a été l'utilisation de la violence pour des fins, pas de la FLQ, parce qu'ils ont quand même commis quelques centaines d'attentats, pour des fins politiques. Il faut penser que là, on n'est plus dans le domaine policier, on est dans le domaine de stratégie. La notion de violence dans nos sociétés, dans les débats politiques sont importants. Louis Hamelin disait que le terrorisme est une forme de communication. Volton a écrit un livre qui s'appelle Le terrorisme à la une. Essentiellement, les actes de violence dans le monde qui sont utilisés par ceux qui revendiquent un nouveau statut, c'est un acte de communication. Maintenant, le fait qu'il y ait eu des morts et des blessés dans le cas des gestes du FLQ, ce n'était pas leur intention. Donc, ce sont que j'appellerais des collatéraux, mais essentiellement, il faut comprendre que les changements dans l'histoire ont toujours été faits par des révoltes de différentes façons. Puis il ne faut pas oublier que Mandela il a été foutu en prison pendant 27 ans pour terrorisme, qui a posé des gestes terroristes. Ce sont j'appellerais des éclats de sensibilité, de sensibilisation à des phénomènes un peu particuliers. Et donc, la crise d'octobre, c'était aussi le jeu de la violence, et de la violence des deux côtés, puisque ce qu'a fait avec les mesures de guerre le gouvernement fédéral, c'est un geste de violence, et surtout dans les conditions que ça s'est fait. Ben, ça fait partie de l'histoire, et on peut se demander est-ce que ça a aidé ou non le FLQ? Il y a deux thèses qui circulent. Il y en a qui disent que la violence, ça ne sert pas. Ce n'est pas vrai. Les homosexuels avec le Stonewall Inn à New York, c'est les gestes de violence qui ont fait que ça a changé et que beaucoup de situations historiques sont nées autour de la violence. Donc, il y a le fait policier, il y a le fait, je vais l'appeler du terrorisme, qui va provoquer des gestes
pour avoir une certaine visibilité, mais aussi pour sensibiliser les gens, parce qu'à chacun de ces gestes-là, il y a eu des déclarations qui les motivaient. Et je dirais maintenant, à l'autre bout de la chaîne, tout ça a brassé beaucoup de choses dans la tête des gens. Et il y a un phénomène qui était quand même assez extraordinaire, c'est que le lendemain des mesures de guerre ou sur le lendemain, les grands syndicats et les grands mouvements avaient décidé qu'ils faisaient une grande manifestation de contestation de ce qui s'était passé, ce qui était quand même assez extraordinaire, que la société civile se réveille et dit « tant pis ce qu'on va faire, on va réagir ». Et là, c'est un fait qu'on trouve dans l'univers anthropologique. Si ce réveil de la société s'était manifesté, est-ce qu'on aurait envoyé l'armée, on aurait tué des gens? J'oublie tout ça. La mort de Pierre Laporte dans la littérature anthropologique, c'est à quelque part la victime expiatoire qui fait en sorte que la tension descend à zéro. Et dans le cas présent, une fois qu'on a vu qu'il y avait mort d'homme, c'est comme si c'était un sacrifice humain. Il y a eu vraiment un apaisement des tensions et c'est triste que ça a nécessité cette mort d'homme, mais on a tout un jeu socio-anthropologique et bien sûr politique qui se compose avec le rôle que je pourrais appeler policier militaire. Monsieur Comeau, peut-être, en réaction à... Vous qui avez connu des acteurs, dont Francis Simard, qui était un de vos proches par la suite. Ben, je voudrais peut-être expliquer pourquoi moi j'ai cru au récit de Francis Simard. Premièrement, il était un témoin oculaire. Il était là. Donc, premièrement, lui, ce n'était pas sur des oui-dire ou des voisins, il était là. Deuxièmement, il a fait 11 ans de prison. Donc, on peut présumer qu'il n'était pas du côté des forces policières, ce n'était pas un indicateur de police. Et en plus, bon, c'est un ami de longue date. Et puis, pour moi, ce n'est pas un menteur, mais il peut très bien avoir menti. C'est possible. Donc, pour moi, quand j'ai parlé à Louis de ce qui s'était passé, c'était une hypothèse que j'avais à partir des conversations que j'ai eues avec lui une fois qu'il est sorti de prison, là, au début des années 80, 82 ou quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas un fait avéré, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était une hypothèse. Et l'hypothèse, c'était qu'au moment où on voulait l'envoyer à l'hôpital, parce qu'il était très blessé. On parle de Pierre Laporte. De Pierre Laporte. Bon, et effectivement, ils ont mis un oreiller dans le coffre de la voiture. Et Louis m'avait demandé, mais d'après toi, pourquoi ils ont mis un oreiller? Ben, j'ai dit, j'ai une hypothèse, c'est qu'ils voulaient le convaincre d'aller dans le coffre pour aller à l'hôpital. C'est une hypothèse. Et c'est à ce moment-là qu'évidemment, Pierre Laporte s'est démené et c'est à ce moment-là donc qu'il y a eu qui est mort. Bon. Et ce récit-là, je ne l'ai pas pris de Gilles Mars, c'est sur les confidences de Francis. On m'a reproché dans son livre d'avoir caché ce fait pendant 40 ans et de manquer de conscience professionnelle. Je dois dire là-dessus que ce n'était pas à moi à révéler ça. C'est complètement ridicule. S'il y avait eu à le dire, c'était, à mon avis, Francis qui aurait pu le faire. J'en ai souvent parlé. Pourquoi vous ne revenez pas là-dessus? Plutôt que de répéter que vous l'avez exécuté, il me semble que ce serait bien mieux que tout soit révélé. Et il me disait, ben, c'est peut-être mieux de laisser mourir ça, c'est du passé. Donc, je ne m'en suis pas mêlé. Alors, c'est pour ça que les accusations dans fabrication, là, qui sont... je trouvais que c'était un peu déplacé, puis c'était un peu inutile. Maintenant, quant à savoir, est-ce que c'est possible que le gouvernement de l'époque ou que les forces policières de l'époque aient su que Pierre Laporte était détenu et ont laissé traîner, ne l'ont pas arrêté à ce moment-là? Je n'ai pas de preuve qu'il ne savait pas, mais c'est une possibilité. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas l'affirmer. Il y a donc des choses comme ça. Moi, je ne veux pas cacher la vérité. On ne la connaît pas, la vérité. C'est une possibilité. Et ce qui m'agace un peu dans la fabrication, c'est qu'il y a plein de pistes qui sont ouvertes. Exemple, on va dire, M. Lalonde, Marc Lalonde a déjà été dans l'armée. M. Desrochers a déjà été dans l'armée. Donc, il y a aussi le cousin de Gilles Mars qui était livreur et que peut-être... Il y a plein de pistes qui sont ouvertes, mais c'est des possibilités. Il y a des coïncidences. Et surtout, dans fabrication, on affirme très clairement
que la thèse de la faiblesse des forces policières ou des erreurs de la police, c'est impossible. Alors que beaucoup ont affirmé que le manque de coordination, tout ça, pouvait expliquer qu'à certains moments, on aurait dû les arrêter et on ne les a pas arrêtés, on ne les a pas trouvés. Mais pour Louis, tout ça, il y a une histoire secrète et c'est des éléments à explorer. Et il en conclut. Et ce que j'aime pas, c'est qu'ils disent que c'est la fiction qui lui permet de contrer la fiction du discours officiel. Alors, le discours officiel est une fiction et il affirme très clairement que c'est par la fiction, en ouvrant des pistes, des possibilités, qu'on va atteindre la vérité. Moi, je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fonctionne en histoire. Il faut être un petit peu plus rigoureux, un peu plus méthodique. Et ça m'agace parce que j'ai lu très clairement son livre et il y a plein de pistes comme ça. Mais on dit, mais pourquoi il nous dit que Marc Lalonde était dans l'armée? Qu'est-ce que ça vient faire dans le tableau? Un autre endroit. Non, je n'ai pas parlé de Marc Lalonde. Il n'était pas dans l'armée. Mais il est un fait que Paul Desrochers, le grand Manitou du Parti libéral, le conseiller secret, plus ou moins secret de Robert Bourassa, il était, au moment de la crise d'octobre, il était toujours colonel de réserve dans l'armée canadienne, dans l'armée de réserve. Ça, j'ai lu ça à 2 ou 3 sources, mais entre autres sous la plume de Don Murray, le journaliste de Radio-Canada, dans son livre de Bourassa à l'évêque. Alors, ça, ce n'est pas des fabulations. Julien Chouinard, le secrétaire général du gouvernement du Québec, était un membre de l'armée de réserve. L'armée était très bien placée en octobre. Moi, effectivement, je trouve que l'impréparation des forces policières avant octobre, c'est un mythe, en fait, qui nous ont fait avaler. Et ce n'est pas seulement des pistes que j'ouvre comme ça par pur instinct conspirationniste. Je me suis appuyé quand même sur des grandes enquêtes très sérieuses qui ont été faites par des journalistes sérieux. Par exemple, celle qui est sortie à l'été 1973 dans le Toronto Star, sous la plume, entre autres, de quelqu'un qui est devenu une légende du journalisme au Canada anglais par la suite, Robert McKenzie, où une longue série d'articles où on ébranlait sérieusement la version officielle en montrant, entre autres, que l'escouade antiterroriste avait déjà le réseau dans sa mire 4 mois avant les événements. Et une autre grande enquête qui a été faite à la CBC, dans laquelle un des journalistes impliqués est un grand nom du journalisme de l'époque, c'est Louis Martin. Il y avait Pierre Nadeau puis Louis Martin à l'époque, c'était les 2 grands journalistes du Québec. Cette série-là, qui a donné un documentaire de 2h30 qui est passé à la CBC en 1975, une de leurs conclusions à tous ces gens qui avaient travaillé plusieurs mois sur le terrain, c'était que une semaine avant la crise d'octobre, toutes les forces policières du Québec avaient été placées en état d'alerte une semaine avant le premier enlèvement. Ça, c'est des très sérieux journalistes de la Société d'État Radio-Canada qui étaient arrivés à cette conclusion-là après une enquête, je pense qu'il y avait une demi-douzaine de recherchistes, il y avait des journalistes impliqués. Alors, moi, je me suis appuyé sur des documents comme ça. Je ne sors pas ça de ma manche ou d'un chapeau, ces idées-là. Cela dit, moi, plutôt que de parler de complot, qui est devenu, n'est-ce pas, un mot très chargé aujourd'hui, je préfère parler de manipulation politico-policière. Il y a une histoire que vous avez peut-être vu passer, beaucoup plus récente, qui ressemble beaucoup à la crise d'octobre pour moi. C'est quand les membres du service de renseignement, le et la GRC ont arrêté, je ne me souviens plus si c'était 16 ou 17 ou 18 jeunes terroristes islamistes à Toronto et dans la région autour de Toronto. C'est en 2008. En 2006 ou en 2008, en tout cas, j'ai ça quelque part, là, les dates. Ils ont arrêté ces gens-là et d'après des journalistes qui ont enquêté là-dessus, dont André Noël à la presse, la police connaissait ces jeunes gens-là qui étaient assez inoffensifs au départ, les connaissait depuis plusieurs mois. Ils avaient même un agent source qui était un des leaders de la cellule, était un agent source. Et d'après une journaliste du Globe and Mail qui a travaillé sur ce dossier-là aussi, ils étaient en position d'arrêter tout ce monde-là 6 mois avant, en décembre 2005, je pense,
ils étaient en position de les arrêter. Ils avaient même assez de preuves pour les envoyer en prison. Et pourquoi ils ont attendu? Pourquoi ils ont attendu 6 mois pour faire les arrestations, tout ça, en juin de l'année suivante? Comme par hasard, ils ont attendu pour passer à l'action qu'il y ait un important vote qui devait être tenu à la Chambre des communes sur la reconduction de la loi antiterroriste que beaucoup de gens jugeaient exagérée et liberticide, etc. Alors, comme par hasard, on va procéder à un gros show d'arrestation quelques semaines avant un vote important aux communes. Et il y a beaucoup d'éléments là-dedans, moi, qui me font penser à la crise d'octobre. Par exemple, vous avez tous vu, peut-être en direct ou dans les archives, le gros show, le gros déploiement militaire du 3 décembre sur la rue des Recollets à Montréal-Nord. Il y avait des soldats, des cordons de soldats à perte de vue. Ça semblait presque exagéré. C'est intéressant de constater que de ce qu'on en sait, la police avait déjà repéré cet appartement-là depuis au moins quelques semaines. Il y avait eu le temps de placer un agent de la GRC dans l'appartement d'en haut qui jouait au petit couple de voisins. Ça, c'est pas de l'effabulation, c'est la vraie histoire telle qu'on la connaît. Et il semble-t-il qu'ils auraient repéré cet appartement-là bien avant, mais ils le surveillaient, peut-être seulement pour s'assurer que le diplomate était là, oui. Sauf que le 3 décembre, au moment où on sort l'artillerie lourde, où la ville de Montréal paraît se remplir de militaires, à Ottawa, le même jour, le ministre de la Justice, John Turner, devait faire passer son projet de loi qui prolongeait la loi des mesures de guerre sous une autre forme jusqu'au printemps. Est-ce que c'est un hasard? J'aimerais peut-être entendre M. Dagenet là-dessus, qui est un spécialiste des médias, parce que le rôle des médias est important dans ces histoires-là. Et moi, je parle de manipulation politico-policière plutôt que de complot, mais on a quelqu'un dans notre mire et plutôt que de l'arrêter là, on attend pour des raisons tactiques ou même stratégiques, on attend quelques mois et quand on finit par procéder, par passer à l'action, on s'assure d'un retentissement médiatique maximum. Et c'est un peu à ça que ça me fait penser, le grand déploiement policier du 3 décembre. Et comme par hasard, je le répète, il y avait à ce moment-là un vote important à Ottawa sur la reconduction des mesures de guerre. C'est pas rien quand même. Alors, d'ailleurs, M. Dagenet, peut-être, si vous voulez réagir. Oui. Les médias sont des multiplicateurs qui se fient sur les sources qui les alimentent. Donc, on n'accusera pas les médias, on va accuser les sources. Le coup de la Brings en 1970, c'est un coup qui était programmé, qui était médiatisé de façon exagérée, puisqu'on n'envoie pas un convoi de valeurs de Montréal, de nombreuses valeurs de Montréal à Ottawa, en avertissant les médias que c'était les valeurs du Québec qui partaient. C'est de la fabrication de la stratégie, et ça, c'est un cas qu'on connaît bien, mais toutes les stratégies de manipulation lorsque on a une visée haute que celle du bon sens. De vouloir à tout prix imposer les mesures de guerre, de vouloir à tout prix créer un climat d'insurrection appréhendé, tout ça, c'est de la manipulation pour en arriver, là où ils ont bien voulu en arriver, à créer un blocage contre ce que j'appellerais le côté progressiste de la société civile. Et ça a eu un effet sur les élections de 1973, puisque finalement, on a intoxiqué les gens. Donc, c'est une stratégie que les gouvernements et tous les partenaires qui ont des intérêts vont le faire pour le meilleur ou pour le pire, parce que même des groupes comme Greenpeace vont organiser des manifestations pour nous montrer l'horreur de la façon dont on traite les animaux. On apprend après que ça a été monté. Alors donc, la notion de stratégie que vous énoncez, c'est exactement ça. C'est comme ça que ça se passe. Et le média n'a pas les moyens de les vérifier sur les faits. Ça se vérifie des années après. Et donc, finalement, le journalisme joue son rôle de reporter des actualités qui lui sont soumises. Et il y a à côté de ces gens, il y a des journalistes d'enquête qui sont peu nombreux, qui découvrent des choses formidables, mais entre le moment où ils cherchent et qu'ils découvrent, il y a plein d'informations qui circulent
par les sources qui ne font que les avantager et non pas nous aider à comprendre la situation. Là, M. Comeau, vous étiez dans la cellule d'information Vigée, donc vous étiez une source pour les médias à l'époque. Bien sûr. Mais je suis d'accord qu'il y a de la manipulation de part et d'autre. Par exemple, exagérer l'importance du FLQ, ça faisait l'affaire des felkistes, mais ça fait aussi l'affaire du gouvernement d'exagérer le danger pour pouvoir justifier une répression beaucoup plus forte. Et pire que ça, je vous donne raison, à Noël, lorsque tout a été réglé, là, que les gens sont en exil ou en prison, pourquoi on n'a pas arrêté les membres de la cellule Vigée, entre autres? Pourquoi on ne m'a pas arrêté? C'était ma question, alors que j'étais surveillé depuis le 6 novembre assez régulièrement. Bien, on nous laisse filer pour, supposément, et Carole Deveau, à ce moment-là, à 13 reprises, me demande comment obtenir de la dynamite, me demande du papier officiel pour relancer un faux FLQ. Ça, c'est de la manipulation assez forte. Créer des fausses cellules, et on peut penser que c'est parce que la police veut essayer de connaître tout le monde qui est un peu plus radical. On sollicite des militants, tout ça, peut-être en pensant que ça peut reprendre en octobre 71. Effectivement, la police savait qu'il y avait une opération qui se préparait pour l'octobre suivant. Donc, la police n'a pas arrêté tout de suite. Elle a laissé circuler, créer des fausses cellules et a impliqué des gens qui voulaient se révolter, tout ça, les incite à aller dans la voie de la violence. Donc, ça en est une forme de manipulation. Laisser durer le terrorisme. Et par exemple, on sait qu'il y a un journaliste du Journal de Montréal, Bouchard, qui est dans la police, ça vous l'avez signalé, et lui exagère l'importance des attentats. On sait qu'il y a eu à peu près 300 attentats dans l'ensemble de l'histoire du FLQ. Bon, alors, montre l'importance des attentats, tout ça. Bien sûr, c'en est une forme de manipulation aussi pour montrer comment c'est dangereux. Et puis, en même temps, bien, ça permet de développer des budgets spéciaux pour la police de Montréal. Tout le monde travaille en temps double alors qu'il n'y a pas de danger. Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent cette manipulation-là. Donc, je ne suis pas contre l'idée. Et laisser prolonger artificiellement la crise, c'est ça, c'était reconnu par la commission Keb, ça on le voit très bien. Ils ont laissé durer la crise alors qu'ils auraient pu y mettre fin beaucoup plus vite. Alors ça, je vous suis là-dessus. Madame Tremblay, je ne sais pas si vous avez un avis par rapport à l'implication des gouvernements dans ce genre d'événement-là. Oui, bien, c'est clair que la manipulation, pour moi, ça a été d'abord une manipulation politique, ce qui a été, parce que comme je peux expliquer un peu comment ça a été vécu à l'intérieur du Parti québécois, parce que c'est très clair que peut-être que c'était planifié avant la crise d'octobre, on ne le saura jamais vraiment, mais à partir de la crise d'octobre, il y a eu une opération, des opérations menées par Ottawa pour essayer d'éliminer toute menace à l'unité du pays, pas seulement à la sécurité, mais à l'unité du pays, parce qu'on l'a bien vu, le vocabulaire fluctuait là, selon ceux qui intervenaient. Et donc, oui, il y a eu manipulation à ce moment-là, une manipulation qui voulait laisser croire qu'effectivement, le FLQ était beaucoup plus important. Les déclarations de Jean Marchand, c'était surréaliste à l'époque. Il y avait Jean Drapeau aussi qui cherchait à acheter de l'huile sur le feu là-dessus. Alors, l'idée, c'était pas compliqué, c'était d'étendre le FLQ, d'étendre de lui donner une importance considérable, y compris au sein des groupes militants, des groupes syndicaux et du Parti québécois. Et alors, à partir de 1970 jusque, je dirais, à 1972, on a vécu une véritable paranoïa à l'intérieur du PQ où tout le monde se sentait épié par la GRC. Au début, ben, les gens se sentaient infiltrés à la fois par le FLQ, à la fois par la GRC. Le congrès de 1971 à Québec, c'est un congrès absolument surréaliste où on ne savait plus si on devait craindre l'infiltration par le FLQ ou c'était l'infiltration de la GRC. Ce qui était certain, c'est qu'on voyait des espions partout et on voyait des personnages troubles un peu partout. Le seul qui n'était pas atteint par ça, c'était René Lévesque, parce qu'il n'a jamais pris ces questions-là trop au sérieux. Mais au niveau de la direction du Parti québécois, on a assisté à des scènes absolument rocambolesques
avec des gens qui se réunissaient dans des, dans des salles de toilette, en plein milieu des champs pour parler, parce que tout le monde était convaincu d'être espionné, puis il y avait des micros partout. Alors ça, c'est clair que ça a été ressenti, en tout cas à l'époque, de façon très, très, très marquée un peu partout à l'intérieur du PQ. Je dirais qu'à partir de 1972, c'est devenu beaucoup moins vrai. Et puis, moi, je pense que si dans l'immédiat, ça a effectivement galvanisé toute cette crise-là, des gens qui ne demandaient pas mieux que de faire un amalgame entre le Parti québécois et tous les éléments progressistes de la société et le FLQ, je dirais que ça n'a pas duré très longtemps. D'abord parce que moi, je crois aussi, comme d'autres l'ont dit, que la mort de Pierre Laporte, ça a marqué une sorte de rupture, en tout cas de rupture de sympathie, si je puis dire, entre les éléments progressistes de la société et les cellules du FLQ qui étaient à l'origine de ça. Et puis, avec le retournement, si je puis dire, de Pierre Vallière en 1972, qui a décidé à ce moment-là de tourner le dos complètement à l'action clandestine et violente et à proposer qu'on se joigne au Parti québécois. Et donc, pour moi, s'il y a eu un effet, c'est entre 70 et 72. Pendant cette période-là, c'est clair qu'il y a eu une manipulation, en tout cas par le gouvernement fédéral, des forces de sécurité pour les amener à piéger beaucoup plus de monde que ce qu'était le FLQ à l'époque. Mais qu'à partir de 1972, on s'est rendu compte que cette stratégie fédérale avait ses limites et que ça n'a pas empêché le Parti québécois de se remettre à progresser à ce moment-là. Peut-être que René Lévesque ne prenait pas ça assez au sérieux, les histoires de renseignements, puis que des histoires qui écartaient comme ça, des histoires d'espions. Moi, je pense qu'il a peut-être mis du temps à perdre ses illusions quand il a appris que Claude Morin, l'architecte de la stratégie référendaire, était un homme qui parlait régulièrement à la GRC dans des lieux clos. Moi, une des choses que je prétends, c'est un autre mythe, à mon avis, de la crise d'octobre, c'est que les coups fourrés de la police, qui ont amplement été démontrés par la commission Keble dans les années 70 et aussi, dans une certaine mesure, par la commission fédérale, la commission McDonald, les coups fourrés auraient commencé à la crise d'octobre et après. Moi, je pense qu'ils avaient déjà commencé avant, en fait, et que la stratégie policière était déjà bien définie avant. Et je trouve ça regrettable. Moi, la commission Keble, je trouve que c'était un exercice quand même vraiment important qui nous a permis de comprendre des choses sur l'espèce de zone grise, entre autres, où des personnages évoluaient. Je ne sais pas si je prononce le nom de Claude Larivière, si ça va vous sonner une cloche. Claude Larivière, qui est à la fois le gars qui va conduire les membres de la cellule Chénier dans la fameuse grange de Bonaventure pour les cacher. Et c'est un gars qui échange des lettres avec Robert Bourassa. C'est un gars qui va voir la police pour leur raconter son histoire. Il y avait des personnages troubles, glauques, qui évoluaient entre deux eaux, disons. Alors, moi, je pense que, donc, la commission Keble, c'est un exercice important et je regrette rétrospectivement que son mandat ne couvrait pas la crise d'octobre. Son mandat, en quelque sorte, commençait à partir des révélations où on a appris que la GRC faisait des coups illégaux contre le mouvement indépendantiste, tout ça. Et une chose que je me suis demandé, Mme Tremblay, vous auriez peut-être une réponse. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de commission d'enquête en bonne et due forme sur la crise d'octobre? Il y a eu l'enquête Duchesne, mais l'enquête Duchesne, c'est un enquêteur solitaire qui avait été nommé par le ministre de la Justice pour voir justement s'il y avait des éléments qui justifiaient une commission d'enquête. Et semble-t-il que il n'en a pas trouvé, mais quand on lit le rapport Duchesne, c'est quand même assez mal foutu, si vous me passez l'expression. Et l'affaire de la commission d'enquête, c'est que, évidemment, une commission d'enquête, c'est quand même a des pouvoirs que l'avocat Duchesne n'avait pas, c'est-à-dire de citer des témoins à comparaître et de les obliger à dire la vérité, en quelque sorte. Alors, pourquoi
on est là 50 ans plus tard à se poser encore des questions. Est-ce qu'on se poserait autant de questions s'il y avait eu un vrai exercice, une commission d'enquête? Je sais qu'on peut penser beaucoup de choses sur les commissions d'enquête, mais pourquoi René Lévesque, une fois au pouvoir, n'a pas dit on va faire toute la lumière sur ces événements-là, on va nommer une véritable commission d'enquête? Je n'ai pas la réponse précise à cette question-là. C'est vrai qu'il y en avait été beaucoup question. On s'est rabattu sur l'opération d'enquête Duchesne, c'est-à-dire le travail de Jean-François Duchesne et sur l'enquête Kebble. Comme je vous dis, je ne peux pas vous donner, il n'y a pas une réponse, autrement dit, là, claire à cette question-là. Je pense aussi qu'il est arrivé un moment où on sentait que la vérité totale, on la trouverait probablement jamais. Il y avait un blocage du côté d'Ottawa sur l'information qui était réel et certains ont voulu tourner la page de ça, autrement dit, sur cet épisode. Je ne sais pas si... Parce que vous vous souvenez peut-être que, bon, dans les années, à la fin des années 70, bon, évidemment, le gouvernement préparait le référendum de 1980. Après, au cours des années 80, on avait l'impression qu'on était un peu passé à autre chose. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup moins d'appétit, si vous voulez, pour remuer ce genre de choses-là. Ouais. Le deuxième mandat du gouvernement Lévesque a été un mandat extrêmement difficile, avec une crise économique, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraît moins important, mais c'était quand même la pire crise économique qu'on avait connue depuis des décennies. Et donc, on était dans autre chose. Il y avait manifestement moins d'appétit à ce moment-là pour creuser ce genre de questions-là. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres réponses que celle-là, mais c'est vrai que ça avait été discuté beaucoup. Et dès la prise du pouvoir par le PQ en 1976, c'est évident qu'il y a plein de monde qui voulait, qui en avait gros sur le cœur et qui voulait essayer de déterrer ça. Mais on s'est rendu compte que les obstacles étaient beaucoup plus importants que prévu. Mm-hmm. D'ailleurs, si on revient à la crise d'octobre, il y a eu un moment clé de la crise. C'est René Lévesque qui fait une déclaration avec des personnalités publiques, Louis Laberge, pour proposer avant, là on est vraiment juste après l'enlèvement de Pierre Laporte, donc René Lévesque et un groupe de personnalités proposent de négocier avec les ravisseurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une uchronie ou une histoire parallèle de ce qui s'est vraiment passé finalement? Est-ce que c'était réaliste de penser que ça pouvait marcher, cette proposition-là? Bien, il y a toute la question on parlait de manipulation tantôt, peu importe ce qu'on pense du sens véritable de la crise d'octobre, je pense il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a eu une manipulation par le gouvernement fédéral de ces événements-là, peu importe qu'ils aient été contrôlés ou spontanés ou tout ça, mais il y a eu une manipulation, puis un des chefs-d'œuvre de cette manipulation-là, c'est la fameuse thèse du gouvernement parallèle. C'est-à-dire que l'appel de Lévesque et de Louis Laberge et compagnie, et Ryan, aurait servi de base à une espèce de fabulation que Trudeau et sa bande ont répandue dans les médias, entre autres de Toronto, par le biais de Peter C. Newman. Vous savez, l'auteur de livres sur la baie du Tson, mais bon, un type qui était proche du pouvoir libéral. Et Peter C. Newman, c'était un journaliste. Et des années plus tard, il a reconnu qu'il y avait absolument... Lui, il a répandu cette rumeur-là. Je pense que c'était au Toronto Star. Et des années plus tard, il a reconnu qu'il n'y avait absolument aucun fondement pour croire que les Québécois étaient prêts à profiter de la crise pour instaurer un gouvernement parallèle. Mais je vous jure, c'est vraiment un bruit qui a couru et sous ce nom-là, gouvernement parallèle, et c'est un bruit que Trudeau et son ami Lalonde se sont employés à répandre et à accréditer. Alors ça on est... peu importe ce qu'on pense du reste, là, on est dans la pure manipulation du côté fédéral. D'abord, M. Comeau, ensuite Mme Tremblay. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça montrait aussi que le Québec n'est pas indépendant parce que c'est Ottawa qui a pris les choses en main.
et c'est Ottawa qui a dit qu'il n'y aura pas de négociation. C'est non. Trudeau a été très clair, on ne négocie pas et tout. Alors, peu importe ce que disent les représentants des corps constitués au Québec, c'était clair que pour Trudeau, il n'y avait pas de négociation. Alors, ça a été très clair que Lalonde a imposé au gouvernement du Québec la position qui était la sienne. Hein? Donc, au fond, c'est là qu'on a vu, moi je trouve très clairement qu'on n'était pas un pays indépendant. Ce n'était pas nos dirigeants qui pouvaient vraiment jouer leur rôle, c'était Ottawa qui décidait. Mais la déclaration, c'était un geste important. Dans le fond, qu'est-ce que ça disait, la déclaration des 15 qui est sortie le 14 octobre? Dans le fond, ça disait au gouvernement du Québec, ça disait à Robert Bourassa, tiens-toi debout, fais ta job. Face à Ottawa, qui cherche évidemment à garder tout le contrôle de la situation. Dans ce sens-là, c'est un échec parce que ça a eu l'effet inverse. Effectivement, du côté fédéral, on a réussi à accréditer le fameux scénario de gouvernement parallèle. Et donc, à court terme, ça a été, on peut dire que dans les faits, ça a été un échec. Mais ça a quand même permis de faire ressortir la faiblesse du gouvernement de Bourassa à ce moment-là. Et ça a permis après à l'évêque d'attribuer au gouvernement fédéral une grande partie de la responsabilité de la mort de Laporte. Ce qu'il a toujours fait, parce que sans enlever la responsabilité du FLQ, qu'il a dénoncé férocement, il a toujours, en même temps, attribué à Ottawa une grande part de responsabilité dans la mort de Laporte, puisque la déclaration du 14 octobre visait précisément à demander à Robert Bourassa de négocier justement avec les cellules du FLQ cette question de la libération des prisonniers politiques. Et que pour l'évêque, dans le fond, la vie humaine, ça n'avait pas de prix. Il fallait absolument sauver. Il n'a pas arrêté de le dire d'ailleurs. Il faut essayer de sauver ces deux otages-là. On ne peut pas permettre que ces deux personnes-là meurent. Et je pense que pour lui, cette condition de la libération des prisonniers politiques, ce n'était pas quelque chose qui n'était pas négociable. Mais dès le moment où la déclaration s'est faite, qui précisément voulait forcer Robert Bourassa à se tenir debout, c'est l'inverse qui s'est produit. M. Dagenet, peut-être, votre oui, on a vécu dans le temps plusieurs le même scénario, c'est-à-dire qu'on impose le scénario à base du maintien de l'ordre, qui est le maintien de la démocratie, et on va utiliser ça à plusieurs escients. Bourassa a refusé de négocier parce que c'était le désordre. Là, Trudeau, fils, refuse de négocier les deux otages qui sont en Chine pour la même raison. C'est-à-dire que l'ordre fait partie du discours qui les libère de toute décision. Puis dans le cas des carrés rouges, Charest était très content que les policiers tapent parce qu'il disait « Nous, c'est l'ordre au Parlement, puis le Parti québécois, c'est le désordre dans la rue. » Cette notion de s'appuyer sur un concept qui s'appelle l'ordre, éviter de penser, c'est comme si elle était ancrée dans le monde politique qui sont peureux, qui ne sont pas capables de prendre une décision et que celle-là rallie, on fait la même chose, rallie beaucoup la population puisque finalement, ça les rassure. On n'a pas parlé encore de la loi comme telle, la loi des mesures de guerre et les près de 500 arrestations arbitraires, mais moi, j'ai dit tantôt que je ne partageais pas l'obsession de Jacques Ferron, par exemple, pour le grand complot, tout ça. Par contre, je pense que Ferron, il a relevé à un moment donné un fait qui est tout à fait vérifiable là, dans les archives, c'est que dès le mois de mai précédent, à Ottawa, il y avait un comité qui s'était penché sur une éventuelle utilisation de la loi des mesures de guerre pour ramener l'ordre dans le cas de désordre civil au Québec, évidemment. Ça ne pouvait être que le Québec qui était visé. Alors, ce comité-là, semble-t-il, qu'il a existé et qu'il y a des journalistes qui ont eu accès à leurs discussions où autrement dit, le spectre de la loi des mesures de guerre avait déjà été brandi dès le printemps. C'est sûr qu'il y avait déjà des troubles avant la crise d'octobre, qui faisaient réfléchir des gens à Ottawa.
Et donc, sachant ça, on arrive... Parce que autre mythe, si vous me permettez, c'est de dire que c'est une vieille loi qu'on a pensé à ça parce que tout allait mal, on ne savait pas comment réagir face aux provocations du FLQ. Alors, on déterre une vieille loi qui n'avait pas été utilisée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais semble-t-il que non, il y a déjà des gens qui avaient réfléchi à la promulgation éventuelle de cette loi-là qui donnait des pouvoirs, évidemment, élargis aux policiers. Alors, bon, autre question, c'est vrai que je pose beaucoup de questions, mais est-ce que les enlèvements qu'on a laissés aller finalement pourraient avoir servi de prétexte à ce coup de matraque psychologique sur le Québec qui était la loi des mesures de guerre? Est-ce que c'était un beau prétexte et finalement non pas la réponse d'un gouvernement paniqué et de forces policières débordées? C'est une question intéressante à poser. D'ailleurs, vous parlez de laisser que les services de l'ordre ont laissé aller les événements. En terminant, avec M. Comeau, peut-être pour un petit tour final, la fameuse question, est-ce que la crise d'octobre a favorisé ou nuit au mouvement souverainiste dans les années 70, du moins à court terme? En quelques mots, M. Comeau, pour commencer. Ben, à court terme, ça n'a pas nuit au Parti québécois parce que René Lévesque a été très habile. D'une part, il a montré la gravité de la situation en montrant que la question nationale était un problème. Et le FLQ, de ce point de vue-là, l'a montré à la face du monde, un peu comme la visite de Gaulle. Ça a fait connaître la gravité de la situation, du problème. Puis en même temps, il a su se démarquer de la violence en disant la voie démocratique, c'est le Parti québécois. Donc, c'est sûr qu'ils ont perdu beaucoup de membres avant l'élection de 73, mais c'est quand même rapide. Dès 76, je pense que c'est relativement rapide la victoire de 76. Moi, je pense que ça n'a pas nuit tant que ça au Parti québécois. Et à court terme, ça a permis aussi l'idée du Front commun syndical. On parlait beaucoup de l'importance du mouvement syndical, du mouvement ouvrier. À court terme, il y a eu le Front commun en 72, il y a donc eu dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement syndical, un regroupement, une unité qu'on n'a pas vu beaucoup à d'autres moments. C'est peut-être les moments où les centrales ont été les mieux coordonnées, ont travaillé ensemble. Donc, ceux qui disent « Ah, ça a tué le mouvement ouvrier, ça a tué… » Je ne crois pas. Je crois au contraire, il y a eu par la suite un discours qui s'est radicalisé du côté des centrales. Et puis, le Parti québécois a intelligemment utilisé la crise pour arriver au pouvoir plus rapidement que ce qu'il pensait. M. Dagenet, en quelques mots. Il n'y a pas de victoires qui se font dans nos sociétés lorsque on a affaire à des pouvoirs rigides. La violence, c'est l'arme du plus démuni et toute l'histoire de l'évolution humaine et sociale a comme base une révolte d'une situation où les gens n'en peuvent plus. Et donc, c'est cette révolte-là qui peut se faire de façon pacifique. Elle n'est pas aussi payante dans le temps que quand elle se fait de façon violente. Je ne parle pas de la violence uniquement physique ou avec des bombes, mais une violence de résistance et que le FLQ a été un électrochoc dès les années 1960-1970. Je reviens au film de Louis Portugais, 1964, quand on demandait aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensaient, ils disaient par chance que le FLQ est là, au moins il se passe quelque chose dans la société qui nous donne espoir. Monsieur Hamelin, en quelques mots. Bien, je pense que pour moi, la réponse semble évidente. 3 ans plus tard, Bourassa fait campagne sur le non au séparatisme et remporte 102 comtés au Québec. Je pense qu'à court terme, la grande peur d'octobre a favorisé les forces de l'ordre et maintenant, il faudrait peut-être distinguer le mouvement ouvrier de la population générale. Mais moi, je pense que l'intervention militaire a quand même créé véritablement, comme c'était le but, un choc psychologique. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Et moi, avec le recul, je suis frappé, par exemple, de voir que des intellectuels comme Hubert Aquin se sont tus en octobre cet automne-là. Il y a pas, on voit pas une intervention il y a des gens des intellectuels indépendantistes
qui se sont complètement tus. Et j'ai entendu des témoignages aussi de gens qui disaient, oui, il y a eu une peur qui s'est installée. Et donc, il y a ça. Et moi, l'élection du Parti québécois en 1976, je l'attribuerais beaucoup plus à la corruption du Parti libéral qui était devenu, bon, il y avait eu l'enquête sur le crime organisé, tout ça, les liens avec le crime organisé. Et puis, les dernières années du régime libéral étaient marquées par la corruption, tout ça. Et je pense que c'est cette désagrégation-là qui a aidé le Parti québécois, évidemment, avec le recul de l'Union nationale, était devenu la solution de rechange. Mais je ne pense pas que ça soit un sursaut causé par la crise d'octobre qui aurait favorisé l'élection du Parti québécois. Je pense que ils sont arrivés au pouvoir parce que le Parti libéral s'est effondré finalement. Madame Tremblay. Moi, je pense qu'il n'y a pas un seul facteur qui explique la montée du Parti québécois jusqu'à la prise du pouvoir en 1976. Il y a d'autres facteurs comme le déclin des partis traditionnels comme l'Union nationale, par exemple, et le Crédit social, ce qui fait que le Parti québécois est rapidement devenu la seule alternative possible au gouvernement. Mais je dirais que le facteur le plus important dans tout ça, c'est, je dirais, la performance de René Lévesque. René Lévesque, qui était déjà une figure politique dominante là, depuis le début des années 60, qui a, je dirais, joué son rôle de manière remarquable, plus particulièrement entre 1968, c'est-à-dire au moment où le parti a été fondé, et 1972, le moment où le FLQ a cessé ses activités à toute fin pratique. Ça aurait pu être dramatique, c'est-à-dire que ça a été dangereux en 1970, encore une fois, parce que ça a fourni au gouvernement fédéral le prétexte pour mener des opérations d'envergure, pour tout faire, dans le fond, pour enlever toute crédibilité au mouvement indépendantiste. Mais je pense que l'attitude équilibrée, je dirais, de René Lévesque pendant cette période-là, qui avait un contrôle, il faut le dire, assez important sur son parti. Et donc, cette attitude équilibrée de René Lévesque explique en grande partie que ça n'est pas nui davantage et que ça n'est surtout pas empêché le parti de progresser jusqu'à 1976. Moi, 1973, peut-être, je ne suis pas complètement en accord avec M. Hamelin sur l'interprétation de l'élection de 1973. Moi, je pense que même sans FLQ, l'élection de 1973 aurait été décevante, comme elle l'a été. Ça n'a pas empêché que le parti est passé de 23% à 30% du vote. C'est quand même beaucoup de votes francophones quand on y regarde de plus près. Et donc, moi, je ne pense pas que c'est un désastre à tout point de vue, puisque la progression continuait. Mais je crois vraiment que même sans le FLQ, j'aimerais bien qu'on me démontre que les choses auraient été différentes et que le PQ aurait progressé plus vite. Moi, je pense que ça n'a pas eu d'influence durable sur le mouvement indépendantiste là, entre 70 et 76. Donc, on va se laisser sur ce mot de la fin. Merci beaucoup tout le monde pour votre expertise et merci aux gens qui ont assisté à la table ronde. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bob.